Et pour décrypter ce soir les derniers développements dans la guerre en Ukraine, avec nous à Odessa, notre envoyé spécial Luc Hurtel depuis la France, Natalia Kanevski, journaliste au site Desk Russie qui analyse l'actualité russe. Et avec nous en plateau, le directeur général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, et l'ancien espion du KGB, Sergueï Girnov. Bonsoir à tous. Au 11e jour de l'invasion russe de l'Ukraine, l'évacuation de Mariupol a été interrompue. Moscou accuse Kiev de l'empêcher. Le président ukrainien dit, lui, redouter aussi le bombardement d'Odessa. On fait le point tout d'abord sur les combats de ce dimanche avec Antoine Delpierre. À quelques 200 km au sud-ouest de la capitale, c'était l'une des voies d'évacuation les plus sécurisées du pays. L'une des moins menacées en tout cas. Mais depuis quelques heures, l'aéroport civil de Vinnytsia n'existe plus. Je viens d'être informé d'une attaque de missiles sur Vinnytsia. 8 roquettes, un tir de missile contre notre bonne ville pacifique de Vinnytsia, qui n'a jamais menacé la Russie, d'aucune façon. C'est dur et cynique. L'aéroport est complètement détruit. Dans plusieurs villes d'Ukraine, même lorsqu'elle est négociée avec les Russes, l'évacuation des civils reste un pari avec la mort. Comme ici, à Irpin, en banlieue de Kiev, où les militaires ukrainiens aident les habitants de la ville à rejoindre les zones sécurisées, tandis que non loin, les combats font rage. Au sud du pays, sur la mer d'Azov, le cas de Mariupol est symptomatique. Encerclée, assiégée, la ville tente depuis 2 jours d'évacuer ses civils sous l'égide de la Croix-Rouge internationale, avec ses bus notamment, prêts à partir de Zaporijjia, à 3 heures de route de là. Il y a eu une tentative d'évacuation hier, mais les combats ont continué. Il n'y avait aucune chance de récupérer et de conduire les gens en toute sécurité hors de la ville. Imaginez le niveau des menaces le long du chemin du convoi humanitaire, alors que des actions militaires sont en cours. Mais aujourd'hui, comme hier, l'évacuation a échoué. Malgré l'accord passé à la mi-journée pour ouvrir un corridor humanitaire, les Ukrainiens ont accusé les Russes de profiter du cessez-le-feu pour se repositionner et pilonner la ville à nouveau. Laissant à leur sort Mariupol et ses 450 000 habitants, sans eau ni nourriture, sans chauffage ni électricité, avec des milliers de blessés suite au bombardement, selon les autorités locales. Le président ukrainien affirme que les troupes russes s'apprêtent à bombarder Odessa. Luc, est-ce que sur place, les habitants se préparent, eux, à l'offensive prédite par Volodymyr Zelensky ? Alors oui, tout à fait. Je suis arrivé dans la matinée depuis Lviv et ce que j'ai pu constater, c'est que dans la rue, on remarque sur certains grands axes routiers des pièges anti-tanks pour ralentir d'éventuelles avancées de véhicules ennemis. Ensuite, ce que j'ai pu aussi constater, c'est que les gens se préparent au couvre-feu. Donc, on constate qu'ils font leurs courses assez tôt et qu'ils rentrent chez eux très tôt dans la journée. Luc, Odessa est un port très stratégique pour les Russes ? Oui, tout à fait, puisqu'il y a une grande présence navale ici, près d'Odessa. C'est un port stratégique que les Ukrainiens surnomment la perle de la mer Noire. On peut dire que pour Vladimir Poutine, l'enjeu est de faire la jonction avec la Transnistrie, une enclave qui est située à l'ouest d'Odessa et qui est une enclave alliée avec la Russie. Donc l'enjeu, c'est de saisir Odessa pour asseoir sa présence terrestre militaire ici dans le sud de l'Ukraine, qui est donc la 3e ville du pays. Luc, vous restez avec nous. Natalia Kanevski, Odessa est aussi une station balnéaire prisée par les Russes, grande communauté installée sur place. C'est une guerre plus fratricide encore à Odessa qu'ailleurs ? Oui, certainement. Bonjour. Certainement, Odessa, c'est une ville russophone. Il y a beaucoup des ressortissants de la Russie. Il y a beaucoup de Russes ethniques à Odessa. Et c'est une ville qui était, à l'époque soviétique, très, très connue comme station balnéaire, mais pas seulement. C'est une ville historique. C'est une ville où Pouchkine écrit pas mal de ses œuvres. C'est une ville qui était une ville des symboles aussi. C'était une ville héroïque aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de symbolisme dans cette ville d'Odessa, certainement. Pour vous, comme Russe, ça représente quoi, Odessa ?
Odessa, c'est une grande ville. On va commencer par la culture, parce qu'Odessa, c'est une ville où il y a beaucoup d'humour. En fait, les citoyens ukrainiens sont connus partout en URSS, en ancienne URSS, comme les gens qui font beaucoup de blagues. Il y avait une grande communauté juive aussi à Odessa. Pour moi, personnellement, j'y suis allé une fois. Ma mère est allée justement au sanatorium, là-bas, passer un mois à Odessa. Donc, on la connaît très bien. Et puis, Odessa, c'est un port. C'est un port sur la mer. Ça veut dire qu'en réalité, Odessa, c'est des communautés sur communautés. On ne peut pas dire que c'est une ville ukrainienne, russe, grecque, tatar, juive. Un mot sur Mariupol, Christophe Deloire. Très peu d'images nous parviennent de cette ville. C'est la difficulté d'informer sur ce conflit ? C'est un conflit, c'est pas tout à fait un conflit sans images. Il y a des images côté Mariupol, ukrainien. on reçoit peu d'images de Mariupol. Oui, parce que le danger est très grand, que les journalistes étrangers y étaient très peu. Les journalistes ukrainiens, eux, ne sont pas habitués à couvrir la guerre. En fait, on se retrouve avec, pour les journalistes ukrainiens, des reporters de guerre. C'est la guerre qui est venue à eux. C'est pas eux qui sont allés à la guerre. Donc c'est des gens qui ne sont pas aguerris, si je peux utiliser cette mauvaise expression, à ce type de conflit, qui ont peu de capacité de protection. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas ces images. Cette question maintenant, cette guerre pourrait-elle basculer en conflit à l'international ? Élément de réponse avec Malik Miktar. La Russie affiche sa supériorité dans le domaine aérien. Sur ces images diffusées par Moscou, ce bombardier cible une position ukrainienne et lance un missile. Depuis plusieurs jours, Kiev réclame un soutien dans ce domaine qui constitue le principal point faible de son armée. Hors de question pour les Occidentaux, même si le chef de la diplomatie américaine a peut-être laissé une porte ouverte. Nous nous penchons activement sur la question des avions que la Pologne pourrait fournir à l'Ukraine. Et nous examinons comment nous pourrions être en mesure de compléter le dispositif si la Pologne décidait de fournir ces avions. Une déclaration qui pourrait rapidement faire réagir le Kremlin. Hier encore, Vladimir Poutine prévenait ceux qui voudraient imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Tout mouvement dans ce sens sera considéré par nous comme une participation à un conflit armé. Mais fournir des avions à l'Ukraine via la Pologne entre-t-il dans ce cadre? Où se situe la limite qui pourrait faire basculer cette guerre? La ligne rouge sera franchie quand il y aura des avions de l'OTAN, des pays membres de l'OTAN, qui mettront en exécution cette no-fly zone, cette zone donc de protection aérienne que demande le président Volodymyr Zelensky sur le territoire ukrainien, précisément avec le risque et la menace qu'un avion russe ou qu'un appareil hélicoptère soit atteint par un appareil donc étiqueté OTAN. La Russie met d'ores et déjà en garde les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil de ces avions de combat. Sur le plan diplomatique maintenant, de retour en Israël, le Premier ministre est revenu sur sa médiation. Naftali Bennett a rencontré hier Vladimir Poutine à Moscou et a eu un entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky. Même s'il y a peu de chances de réussite, tant qu'il y a une ouverture et que nous avons accès aux deux parties et la capacité d'agir, je vois comme un devoir moral de tout tenter. Un nouveau tour de discussion doit avoir lieu demain entre Russes et Ukrainiens. Selon l'Elysée, Vladimir Poutine a dit à Emmanuel Macron qu'il atteindra ses objectifs, soit par la négociation, soit par la guerre. Sergueï Girnov, vous racontez votre parcours, notamment au KGB, dans votre livre, L'éclaireur. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Vladimir Poutine. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut négocier ? À l'époque, oui, parce que c'était un petit bonhomme qui ne pesait absolument rien. Il a raté d'ailleurs sa carrière d'espion, ce que je raconte partiellement dans mon livre, mais que j'en témoigne beaucoup sur les plateaux. Quand il est allé à Moscou de Leningrad après 9 ans dans le service de contre-espionnage, il a suivi une année de formation pour l'espionnage et le service d'espionnage a qualifié que c'est une personne dangereuse pour lui, pour le service. Il n'a pas voulu de lui. Il l'a renvoyé à Leningrad. La preuve, c'est que le service d'espionnage, c'est peut-être le service qui ne s'est pas trompé sur Poutine et maintenant on le paye. Natalia Kanevski, quelle est la marge de négociation à l'heure où on se parle ?
Alors avec Poutine, je pense que la marge des négociations est très très étroite parce que il me semble-t-il, et tous les journalistes et tous les experts arrivent à cette conclusion, pour lui tout était décidé et c'était décidé pas hier et pas il y a une semaine quand la guerre a commencé. Apparemment les plans étaient de longue date, apparemment pour lui la vision est déjà très très claire et si on juge même de ces déclarations qu'on vient d'entendre hier et même aujourd'hui, il menace déjà de priver l'Ukraine de son statut d'État. Il le dit clairement. Donc hier, il dit si l'Ukraine continue à résister, on va la priver de son statut d'État. Il l'a dit clairement, donc son plan, il est prêt. La marge des négociations, c'est juste pour gagner le temps avec lui, c'est tout. Et ce soir, toujours selon l'Élysée, Vladimir Poutine a également dit à Emmanuel Macron qu'il n'était pas dans son intention d'attaquer les centrales nucléaires. Il a nié auprès d'Emmanuel Macron que son armée prenne des civils pour cible. En parallèle, de nouvelles sanctions. Les deux géants américains Visa et Mastercard suspendent leurs opérations en Russie. Les cartes bancaires émises par les banques russes cesseront de fonctionner à l'étranger. Tout comme les cartes étrangères en Russie, les banques russes se rabattent sur le réseau de paiement local MIR et devraient bientôt utiliser le réseau chinois UnionPay. Ces sanctions qui sont mises en place, cela s'apparente à une déclaration de guerre, déclarée hier Vladimir Poutine. Les prix flambent, le rouble s'effondre. Natalia Kanevski, est-ce que ces sanctions sont une arme à double tranchant qui pourrait retourner l'opinion russe contre l'étranger ? Oui et non, certainement les peuples russes vont souffrir, ils souffrent déjà des sanctions et des sanctions de longue date, pas seulement des sanctions qui viennent d'être annoncées. Et certainement ça va changer surtout pour la population jeune, surtout pour la population qui utilise tout ce qui maintenant va être bloqué. Et on voit très bien, selon les sondages qui ont été publiés ces derniers jours, il y a deux organismes d'État qui publient les sondages. La fiabilité est très... on peut bien sûr poser sous question, mais on voit que même selon ces sondages étatiques pro-Kremlin, seulement 60-65% des répondants ont dit qu'ils soutiennent cette opération. Les Russes n'appellent ça la guerre, ils appellent ça l'opération spéciale de l'armée. Et donc, selon les sondeurs d'État, 60% soutien. Donc, on peut se dire qu'en réalité, il y a beaucoup moins de soutien que ce que Poutine veut montrer. Et donc, plus les sanctions sont sévères, on peut imaginer que ça va bien sûr donner un impact sur l'opinion publique en Russie. L'opinion publique, on va y revenir dans un instant. Mais Sergueï Girnov, est-ce que cette semaine rappelle aux Russes les pénuries des années 80-90 ? Ça peut le rappeler. Pour l'instant, on n'est pas là, hein, parce que dans les années 90, il n'y avait rien dans les magasins. Hein, donc, vous rentrez... Mais il y a ce spectre peut-être qui plane ? Il y a ce spectre qui plane, effectivement. Ils ont perdu... Dans votre reportage, on voyait les chiffres défiler, on voyait le rouble commencer à 70 roubles, et maintenant, il est à 120. Donc déjà, ils ont perdu... disons 40 bons pourcents de leur économie. Donc ça, c'est une dévaluation. Mais en même temps, il fallait s'y attendre. Donc c'est quelque chose qui est inévitable. Et j'espère que ça les fera réfléchir. En revanche, Poutine n'est pas entièrement... et il ne croit pas que le peuple ne va pas réagir. Parce que sinon, il n'aurait pas fait voter toutes les lois qu'il a fait voter avec 15 ans de prison, celui qui critiquera son régime, en fermant tous les sites Internet, plein de médias d'opposition. Donc, on va y venir, effectivement, on va développer ça dans un instant. Okay. Sur cette opinion publique, Natalia Kanevski, au premier jour de l'invasion, une partie des Russes a clamé son opposition malgré une liberté d'expression déjà largement restreinte. On va venir dans un instant aux manifestations du jour. Mais est-ce que ces Russes sont représentatifs de l'ensemble de la société russe ?
Oui et non, parce que on a une société assez vieillissante. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu à l'Union soviétique. Il y a beaucoup de gens qui ont connu comment c'était à l'époque communiste. Mais il y a une grande partie des sociétés, ce sont les jeunes, ce sont les étudiants, ce sont les gens qui regardent plus la télé, la propagande russe, qui nourrissent de l'Internet, des infos qu'ils lisent aussi en anglais et pas uniquement en russe. Donc on peut dire que la tranche des populations qui nous présentent les organismes d'État, elle est représentative, mais que pour certaines parties de cette population. Il y a quand même une partie complètement différente, avec une opinion complètement occidentale ou orientée vers l'Occident. Alors on va voir maintenant que la Russie a durci la répression contre les médias et contre les opposants à la guerre. Des manifestations ont pourtant eu lieu aujourd'hui dans une cinquantaine de villes à travers le pays. Des images commentées par Malik Mikhtar. Sur ces images, des policiers russes à la poursuite de manifestants qui fuient pour éviter une interpellation musclée. Leur tort, avoir défilé contre l'intervention militaire en Ukraine. En affichant leur position, ils ont bravé un interdit. Depuis vendredi dernier, toute critique des activités de l'armée peut entraîner jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Selon l'ONG OVD Info, plus de 2500 personnes ont été arrêtées à travers le pays. Près de 11 000 manifestants auraient subi le même sort depuis le 24 février dernier. Face à eux, d'autres manifestants, drapeaux russes à la main, lettres Z arborées sur leur véhicule à l'image des chars russes présents en Ukraine, ils n'hésitent pas à afficher leur soutien à l'action de Vladimir Poutine. Une démonstration de force dans plusieurs grandes villes du pays. Alors depuis hier soir, notre chaîne TV5 Monde Europe n'est plus disponible en Russie. Suite à cette nouvelle loi, notre diffusion est temporairement suspendue. Comme l'ont déjà fait, chacun à leur manière, France Télévisions, Arte France, France 24, la Deutsche Welle, la BBC, CBS, CNN, NBC, TVE, etc. Ajoutons, vous l'évoquiez, que Facebook est bloqué et que l'accès à Twitter est restreint en Russie. Christophe Deloire, est-ce qu'on avait déjà vu ça à l'échelle d'un pays comme la Russie ? En tout cas pas dans la Russie post-soviétique. Il restait quelques poches de résistance du journalisme indépendant aux yeux de Vladimir Poutine. Et un pouvoir même très autoritaire, parfois, a un intérêt à garder comme ça un peu de journalisme indépendant. D'abord parce que pour la galerie, ça fait bien. Ça donne l'impression que c'est une démocratie. En tout cas, ça sert à cette propagande. Et puis, ça peut faire office de soupape de décompression. Là, on voit que Vladimir Poutine, pris à son immense mensonge, est comme le menteur qui est obligé d'en rajouter. C'est une guerre de l'information qui est lancée. Alors c'est une guerre de l'information, mais ça c'est une guerre contre son propre peuple. De ce point de vue-là, c'est une guerre de l'information contre les citoyens russes. Il restait quelques grands médias, une télévision, Dojd, alors qui déjà ne parvenait plus à diffuser par satellite et sur ondes hertziennes, mais qui diffusait sur Internet. Qui a subi au cours des dernières années une pression complètement folle, qui a été déclaré agent d'étranger et qui là a été bloqué par le Roskomnadzor, qui est cet organe de régulation, qui est un organe de répression, il faut bien le dire, qui est le même qui censure les réseaux sociaux. Même chose pour Echo de Moscou, cette radio. Donc il reste Novaya Gazeta, qui est ce journal martyr dont de nombreux journalistes ont été assassinés et qui a posé la question assez... et dont un journaliste disait aujourd'hui, il vaut mieux ne rien écrire plutôt que d'écrire sous influence. Mais la question, c'est aussi, est-ce que l'Europe a coupé RT et Sputnik sur son territoire ? Est-ce que cette guerre de l'information a démarré à ce moment-là ? Non, elle n'a pas démarré à ce moment-là. La guerre de l'information, elle a été lancée par la Russie. Et il ne faut pas faire de fausses symétries. C'est-à-dire, RT Sputnik, ça n'est pas la même chose que l'audiovisuel extérieur allemand, français ou d'un certain nombre d'autres pays. Sur les chaînes à destination de l'étranger en Europe, par exemple, on peut critiquer le gouvernement. C'est une affaire qui concerne tel ou tel pouvoir, elle est évoquée. Ça n'est pas le cas du tout sur les chaînes du Kremlin, qui sont des chaînes qui ont été créées par un État propagandiste, par un régime censeur, pour déstabiliser les démocraties. Sergueï Girnov, comment on fait pour s'informer en Russie aujourd'hui, après toutes ces fermetures de médias étrangers ? Pour l'instant, Internet marche.
Donc il y a YouTube, il y a le blogueur. J'en fais partie. J'ai ma propre chaîne sur laquelle je fais des émissions. Toutes ces journées aujourd'hui, par exemple, j'ai fait 5 Zooms avec l'Ukraine, avec la Russie. Tout ça, c'est publié. Et vous avez des retours de Russie? J'ai des retours. Malheureusement, les retours que j'ai parmi mes spectateurs et mes auditeurs, ils disent « c'est génial ce que vous faites, merci beaucoup de nous informer », parce que je leur raconte aussi comment c'est perçu depuis la France. Ça les intéresse. Pour les Ukrainiens, par exemple, ils sont dans les catacombes quasiment. Et donc, je leur dis, voilà, ça se passe comme ça. Ils sont bien évidemment déçus qu'on ne les aide pas militairement, qu'on ne leur donne pas de l'argent. Ça arrive très, très lentement. Donc là, ils sont quasiment désespérés. Mais parmi les Russes, j'ai entendu, par exemple, tout à l'heure, sur ma chaîne, les gens disaient, tous les gens autour de moi, ils sont pour Poutine, c'est désespérant, on ne parle plus avec ma mère, je ne parle plus avec mon père, qui sont plus âgés, bien évidemment, comme votre correspondante a dit. Ils appartiennent à l'ancienne génération. Mais je compte aussi sur cette ancienne génération, si elle regardait, par exemple, le Kharkiv, parce que la dernière fois, les images de bombardement de Kharkiv, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était Hitler. Sauf que la propagande russe, la première chaîne, ils ont dit que c'était les Ukrainiens qui bombardaient Kharkiv. Et Poutine, qui a répété encore une fois aujourd'hui qu'il ne bombardait absolument pas les lieux d'habitation. Nous les voyons, ça. Et lui, en fait, il dit non, ça n'existe pas. Alors, on va retourner sur le terrain. Certains Russes quittent le pays, ils rejoignent l'Europe via la Finlande en voiture ou en train. Luc, vous êtes parti hier de Lviv à contre-courant du flot d'Ukrainiens qui fuient vers l'Europe. L'ONU avance aujourd'hui le chiffre de plus d'1,5 million de réfugiés en 10 jours. Lviv, où vous étiez, est devenu un carrefour pour des millions de personnes ? Complètement. Lviv, hier, c'était l'effervescence totale. Ce que j'ai pu remarquer, je ne suis resté que quelques heures sur place, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour essayer de prendre ce train de nuit qui m'a amené de Lviv jusqu'à Odessa, j'ai eu beaucoup de peine à ne serait-ce qu'atteindre le guichet pour acheter un ticket, puisque en fait, la gare est prise dans des mouvements de foule très importants. Sur place, il y a des habitants qui attendent depuis plusieurs jours d'être évacués, qui arrivent des 4 coins de l'Ukraine. Donc c'est une espèce de fourmilière assez désorganisée. On remarque aussi que les volontaires, ceux qui sont en chasuble jaune, sont assez débordés. Ils sont assez peu nombreux par rapport à la masse de voyageurs qui essayent de fuir vers l'ouest du pays. Merci Luc, et on va voir maintenant que la guerre en Ukraine, on en a déjà parlé ici dans 64 minutes, mais elle a un impact sur le sport. De nombreuses instances mondiales ont mis au banc la Russie et la Biélorussie, c'est le cas notamment pour l'athlétisme. On retrouve Clémentine Baud et Karim Baldé au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Bonsoir Karim, le meeting en salle commence dans quelques minutes et parmi les réactions marquantes, celle de la légende du saut à la perche, l'Ukrainien Sergueï Boubka. Effectivement, Sylvia, Sergueï Boubka se dit très inquiet de la situation. Dans un tweet posté il y a 2 jours sur son compte, il dit, je cite, « Comme tout Ukrainien, je ne dors plus maintenant. Je défends notre pays par tous les moyens à ma disposition en utilisant toutes mes relations internationales. » Il faut dire que Boubka est non seulement membre du CIO, le Comité international olympique, mais aussi président du Comité olympique ukrainien. Et à ce titre, il coordonne l'aide envers les athlètes de son pays, notamment ceux qui ont fui les combats. Et Sergueï Boubka est également le vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme, World Athletics, qui a donc décidé de bannir la Russie et la Biélorussie, Karim. Et oui, déjà sous bannière neutre depuis 2015 à cause des scandales de dopage, la trentaine d'athlètes russes autorisés par la Fédération internationale ne peut plus participer aux compétitions, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ça comprend notamment les championnats du monde d'athlétisme en salle à Belgrade dans 2 semaines, mais aussi les mondiaux en extérieur cet été aux États-Unis. Sanctions similaires pour les athlètes du Bélarus. On en a discuté avec Pascal Martino-Lagarde, c'est l'une des stars de l'athlétisme français, et pour lui, même s'il comprend ces sanctions, c'est peut-être un peu lourd pour les sportifs. Écoutez-le. Se dire qu'on ne va pas amener des personnes sur un territoire qui est potentiellement hostile, ça se comprend. Après, les athlètes, d'un côté, ils y sont pour rien. Les athlètes qui vont être sucrés de compétition, sucrés de carrière, même. C'est pour ça, là, on est qu'au début, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et on ne sait pas si les athlètes s'en relèveront.
Et Pascal Martino-Lagarde prenait l'exemple sur sa discipline, le 110 mètres haies, où parmi ses rivaux, il y a Sergei Choubenkov, l'un des maîtres de la discipline, champion du monde il y a quelques années. Et à 31 ans, on pourrait peut-être le voir arrêter sa carrière, car pour l'instant, on n'a aucune idée de la date à laquelle la Russie reviendra dans le concert des nations mondiales sportives. Et ça a un impact sur le Métil de Paris, car l'une des têtes d'affiche, la Biélorusse Elvira Herman, championne d'Europe 2018 sur 100 mètres haies, ne peut plus du coup participer à cause des sanctions. Merci à Karim Baldé en direct du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Est-ce que ces sanctions dans le monde du sport peuvent avoir un effet ? Oui. Parce que Poutine attache énormément d'importance au sport. Pour lui, le sport, c'est aussi une guerre. C'est une guerre de propagande. Poutine attachait énormément d'importance à la participation de ces sportifs. C'est pour ça peut-être qu'il est allé aussi à Pékin. Il était le seul à applaudir l'équipe russe. Je vous rappelle que la Russie n'a pas participé aux Jeux de Pékin. Il n'y avait pas de Russie. Il y avait l'équipe des Russes. Mais Poutine attache et ça peut donner des conséquences. Oui. Alors voilà pour cette première partie de 64 minutes consacrée à la guerre en Ukraine. Merci à tous nos invités, merci à vous deux déjà ici en plateau. Les derniers développements, les analyses continuent sur notre site internet sur tv5monde.com. On se retrouve dans un instant pour le grand angle et la chronique culture. Restez sur TV5 Monde.